Voilà, bienvenue à cet état du monde du mardi régulier, 11h30 midi, enfin plutôt 11h35, midi 5. Nous avons le bonheur d'avoir Roberto De Primis, géopolitologue connu et reconnu, fin observateur de tout ce qui se passe dans le monde et qui nous draine et nous informe chaque mardi de ces non seulement prévisions, mais observations. Sans plus tarder, Roberto, merci, c'est à toi. Merci, merci Enza. Je vais ci de dresser un peu un portrait du monde, pas que de notre continent, mais du monde aussi pour voir de manière transversale opportunités, risques et autres qui pourraient arriver. Je commence par quelque chose dont on entend tout le temps parler, bien sûr, l'Ukraine, mais dans une approche un peu différente pour essayer d'un peu décrypter, parce que vous avez peut-être entendu qu'il y a quelques jours, il y a eu un Conseil européen la candidature de l'Ukraine à l'Union européenne. On n'arrête pas d'en parler alors qu'il y a d'autres pays comme la Turquie et pas que qui sont en demande, la Serbie aussi qui sont en demande de pouvoir rentrer au sein de l'Union européenne depuis des décennies pour la Turquie. Moi, j'essaie juste de rappeler ici qu'être un pays candidat ne veut pas dire qu'on rentre automatiquement dans l'Union européenne. Il va falloir pas mal de temps, pas mal de travail, adapter son ordre juridique intérieur, pour pouvoir rentrer au sein de l'Union européenne. La seule différence, c'est le cas aussi pour la Moldavie, qui prend officiellement maintenant ce statut de pays candidat pour pouvoir rentrer au sein de l'Union européenne. La seule grande différence, c'est qu'il va y avoir des fonds européens, ça on n'en parle pas assez, pour pouvoir aider l'Ukraine et la Moldavie aussi à se mettre en conformité avec le droit européen, à peut-être les aider sur certaines thématiques au sein même de leur pays. Donc, ça veut dire que c'est aussi très intéressant pour l'Ukraine et la Moldavie de devenir des pays candidats à l'Union européenne pour des rentrées financières. Et ce n'est pas que quelques millions d'euros, c'est en quelques dizaines de millions d'euros. Ça dépend même, pour la Turquie, c'était beaucoup plus haut. Ce montant est redescendu quand il y a eu la crise des migrants où la Turquie laissait migrants qui venaient de la Turquie et de l'Afghanistan. Alors, je vais vous parler aussi un peu d'énergie ce matin, ça me semble quand même assez important. L'Union européenne, mais ça nous touche aussi la Suisse de ce côté-là parce qu'on parle de gaz et de pétrole. L'Europe est en train de signer un ensemble de contrats gaziers et pétroliers avec des pays à travers la planète. Ce fut le cas récemment avec Israël et l'Égypte. Donc des nouveaux acteurs avec qui les Européens, ça pourrait être le cas pour la Suisse prochainement, deviendraient d'un seul coup beaucoup plus amis. Des gens avec qui on parlait moins par le passé du côté égyptien deviennent des amis du jour au lendemain. Donc il y a un contrat pour du gaz liquéfié, le ça, et l'Union européenne de son côté a versé 100 millions d'euros, donc c'est quasiment la même somme en francs suisses, auprès de l'Égypte pour l'aider au niveau de sa crise alimentaire qu'elle est en train de vivre de plein fouet parce que un des plus grands pays qui exportait donc du grain vers l'Égypte, c'était la Russie et l'Ukraine, majoritairement même l'Ukraine dans les deux pays. Et donc l'Union européenne, pour recevoir du gaz liquéfié, donne de l'argent aussi, hormis payer bien sûr ce gaz liquéfié, donne de l'argent aussi pour aider le Caire à l'heure actuelle à faire face à cette crise alimentaire. Maintenant, cet accord aussi gazier avec Israël fait que sur le plan politique, il faudrait voir si ça va changer la donne dans le cadre de négociations bilatérales sur le plan commercial, sur le plan aussi pour le poids européen dans le cadre du conflit israélo-palestinien. Là aussi, la donne pourrait changer pour des questions purement énergétiques. Voici pourquoi j'appuie vraiment sur ce point qui me semble important de parler d'énergie, mais qui va bien plus loin qu'un simple contrat pour du gaz et du pétrole. Quand je vous parle aussi d'énergie, je vous parle aussi du retour au charbon. Je vous en ai parlé il y a quelques semaines. Ça fait un petit temps que l'Europe, et pas que, parle d'une vision plus verte de son avenir. Comment s'adapter à un monde qui change en utilisant plus d'énergie renouvelable, plus d'éolien, plus aussi l'utilisation de l'énergie solaire, de l'hydro aussi électricité. Et puis on se rend compte que des pays comme l'Allemagne, des pays comme les Pays-Bas, et pas que, il y a encore d'autres pays à l'heure actuelle, on est en train d'en parler ici en Belgique, sont en train de réactiver des centrales à charbon de manière momentanée
momentanée. Je ne sais pas jusqu'où ça va aller, mais tout ça, on est face à une situation assez difficile parce que on pensait avoir un monde plus vert et on est dans un monde où le charbon fait son grand retour et de manière assez ironique, on l'entendait en Belgique, on se demandait si certaines mines à charbon n'allaient pas être rouvertes pour aller reprendre du charbon et pouvoir le réutiliser dans des centrales à charbon et créer donc de l'électricité, au moins pour l'hiver prochain parce qu'on n'est pas sûr qu'un certain nombre de pays occidentaux, extrêmement proches à la Russie et très, très dépendants aux hydrocarbures russes, puissent faire face totalement à la demande et aux besoins, si l'hiver, bien sûr, est extrêmement froid cette année-ci. Donc, c'est vraiment un monde de changer, un monde qui est en train de se repolariser, on le voit avec la Russie qui a organisé une rencontre avec les BRICS. Les BRICS, c'est Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Donc c'est un ensemble de pays et c'est même élargi parce qu'on est en train de voir d'autres pays qui sont en train qui font la demande, comme l'Iran notamment, pour rentrer dans ce groupement-là. Eh bien, tout ça pour vous donner une idée aussi que on est en train de voir à côté, comme ce fut le cas ce week-end-ci, une rencontre entre le G7, donc les 7 puissances occidentales plus grandes économies qui sont rencontrées en Allemagne. Eh bien, les Russes sont en train de faire la même chose de leur côté, des réunions qui furent virtuelles de ce côté-là, avec les BRICS. Donc, on voit bien qu'il y a une sorte de repolarisation du monde avec des clans par-ci, des clans par-là, et surtout des pays qui sont non alignés, qui essaient de rester quand même proches d'un côté et de l'autre. On revoit en fait ce qui était passé durant la guerre froide qui a duré quand même pas mal de décennies. Donc de ce côté-là aussi, c'est à se demander comment est-ce que le monde va se dessiner dans les prochains mois et dans les prochaines années. Il y a aussi une réunion qui a eu lieu du Commonwealth. Donc, ce sont tous ces pays du temps de l'Empire britannique. Ça existe encore le Commonwealth. La réunion a eu lieu, c'est important de voir où ça se déroule, au Rwanda. Le Rwanda investit énormément à l'heure actuelle. Et surtout, le Rwanda a très bien travaillé la préparation de cette réunion du Commonwealth. Ils ont fait venir les patrons de BioNTech. Je ne sais pas si vous vous souvenez qui sont ces personnes derrière BioNTech. C'est une petite famille turque qui a lancé cette entreprise pharmaceutique, qui a créé une joint venture avec Pfizer et qui est à la base du plus grand vaccin contre la Covid-19. Eh bien, BioNTech a signé un ensemble d'accords avec Kagame, donc le président rwandais, pour la construction sur le continent africain la possibilité de pouvoir produire sur place et donc de créer un hub pharmaceutique au Rwanda. Donc, comme on le voit, le Rwanda s'est totalement diversifié. Ils étaient en monoculture au niveau économique. Ils se tournent vers le tourisme, vers le tech et digital. Il y a des collaborations entre les grandes entreprises tech et digital et les universités sur place. Ils investissent énormément dans la santé. Et donc, c'est un pays qui a délaissé le français et la francophonie, même s'ils en sont encore membres, pour se tourner totalement vers le Commonwealth et avoir une approche complètement différente maintenant. Et on le voit encore avec l'organisation du sommet du Commonwealth, mais surtout cet accord avec BioNTech, c'est quand même assez important. On n'en a pas parlé, enfin, on en a très peu parlé dans la presse, mais je peux vous assurer que c'est quand même quelque chose sur lequel je voulais attirer votre attention. Il y a aussi la Tanzanie, qui est en train de travailler énormément, un autre pôle d'intérêt en Afrique, qui est en train de travailler au développement en fait gazier. Donc, il y a un investissement à l'heure actuelle avec Shell et Equinox, deux grands groupes pétroliers, un investissement de l'ordre de 30 millions de dollars. Et donc, cette tendance lourde au sein de l'Afrique est en train de se marquer parce qu'il y a un besoin dans le cadre, ils ont certains pays ont cette capacité gazière et pétrolière au niveau des hydrocarbures, mais il manque énormément du savoir-faire pour pouvoir l'extraire, le gérer et puis après l'exporter. Eh bien, de plus en plus, c'est le cas de la Tanzanie notamment, il y a des investissements avec des entreprises étrangères qui vont commencer à avoir des contrats sur 30 ans ou 99 ans, qui vont leur permettre, parce que c'est ces entreprises qui investissent des dizaines de millions de dollars, pour mainmise sur certains pays comme la Tanzanie pour les exportations. Donc on le voit, les tendances sont en train de se dessiner dans certains pays africains. Je vous ai parlé du Rwanda, la Tanzanie aussi. Il faut quand même qu'on ait un regard sur ces pays-là qui peuvent peut-être changer la donne sur le continent africain. Il y aura plus que des moteurs comme ce fut le cas auparavant, rappelez-vous, avec l'Afrique du Sud ou le Nigeria. Dans les tendances,
j'aimerais soulever un point qui me semble vraiment important. Ce sont des tendances qu'on est en train de ressentir sur l'Espagne et l'Italie. L'année prochaine, en Espagne et en Italie, il y aura un ensemble d'élections, élections générales en Italie, pour renouveler l'ensemble du Parlement et donc avec un nouveau gouvernement. Quand on reprend les chiffres place en Italie au niveau des sondages, on remarque que donc les partis d'extrême droite, dans les derniers sondages qui se confirment non-stop, récoltent 22%. Vox, le pays d'extrême droite en Espagne, récolte 17%. Donc, si les chiffres restent assez identiques, il semblerait qu'en 2023, aux prochaines élections, en Espagne et en Italie, très certainement un pays d'extrême droite entrerait dans le gouvernement. Je n'ai pas dit gouverner, mais entrerait dans le gouvernement. Donc, c'est quelque chose sur lequel j'attire quand même votre attention. On a senti un début de vague, un début de tendance en France, quelque chose qui pourrait se concrétiser dans un autre pays européen qui a quand même du poids, qui est quand même un gros pays, Espagne ou Italie. Donc ça aussi, dans les tendances, c'est quand même assez important. Je voulais absolument vous en parler. Il y a une normalisation aussi entre la Turquie et l'Arabie Saoudite. Rappelez-vous, 2018, assassinat du journaliste saoudien, enfin moitié saoudien, moitié américain, qui écrivait pour le Washington Post, Jamal Khashoggi, qui a été assassiné et dépecé dans le consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. Et figurez-vous en fait que le prince héritier Mohammed bin Salman MBS a été visiter le président turc ces jours-ci. Normalisation des relations. On oublie assez vite, en 40 ans, ce genre d'exaction qui pouvait avoir lieu sur le territoire turc. Donc, c'est quand même un point assez important. Donc, les Turcs rouvrent la porte aux Saoudiens. Autre point, la loi qui a été votée aux États-Unis pour bannir l'importation de matériel qui avait été construit par des gens du Xinjiang, donc cette province de l'extrême ouest du territoire chinois, où il y a justement une minorité qui devient ouïghours qui sont d'origine musulmane. Eh bien, figurez-vous qu'il y a une loi qui avait été votée pour bannir soit de produits qui étaient à la base, donc qui étaient en provenance du Xinjiang, qui étaient à la base de production chinoise, de la main-d'œuvre du Xinjiang. Ça a commencé. En fait, ces dernières semaines, elle a été appliquée aux États-Unis, ce qui pourrait peut-être réorganiser la supply mondiale, parce que les États-Unis se tourneraient vers d'autres pays en Asie du Sud-Est, et pas que en Asie du Sud-Est, peut-être aussi vers l'Afrique, pour importer des produits qui, à la base, étaient du Made in China, mais avec de la main-d'œuvre qui venait du Xinjiang. Donc là aussi, dans la supply chain, il pourrait y avoir un changement de tendance de la part des pays occidentaux. Dernier point qui me tient à cœur, mais ça on pourra encore en reparler. J'en ferai pas, je laisserai parler. D'ailleurs, il y a quasiment une majorité de femmes, ça fait plaisir. Enfin, on est en parité homme-femme. L'avortement aux États-Unis, vous en avez assez entendu parler. Je voudrais juste relever un point, c'est une victoire en fait à retardement de Trump. On n'en a pas assez parlé de ça. C'est quand même parce qu'on s'arrête sur le fait en tant que tel, mais c'est une victoire à retardement de Trump qui, par le passé, donc il y a quelques années, quand il était président des États-Unis, a fait nommer ces 3 membres qui est un organe donc suprême, comme son nom l'indique, qui a autant de poids que le président et le Parlement et le Congrès dans un ensemble de décisions, qui prend de plus en plus depuis des décennies des actes à valeur juridique, mais qui sont des actes politiques parce que ça façonne la société américaine. Mais comme on le voit, ces 3 derniers membres de la Cour suprême qui ont été nommés par le président Trump étaient extrêmement conservateurs. Ils étaient contre l'avortement. Certains députés et sénateurs républicains, donc du camp de Trump, se sont sentis aussi floués. Ça, on n'en a pas assez parlé, parce que lors de l'audition d'un des futurs, à ce moment-là, membres de la Cour suprême, un des futurs membres avait fait comprendre que il s'abstiendrait ou tout simplement il voterait contre pour qu'on annule cette vieille décision de la Cour suprême américaine qui permettait donc justement d'avoir, aux personnes de pouvoir avorter sur le
Et pourtant, il a été contre ces dires lors de son audition au Sénat. Donc, ça pose quand même un certain nombre de questions. Mais comme je vous dis, c'est une victoire à retardement, victoire entre guillemets, bien sûr, à retardement de l'ère Trump, qui a encore un effet à l'heure actuelle et qui pourrait encore avoir de l'effet. Si vous regardez, on est fin juin. Et dans quelques mois, il y a des élections de mi-mandat aux États-Unis. Donc fin octobre, début novembre. Et à ce moment-là, une partie du Congrès américain sera renouvelée. Donc, il pourrait y avoir aussi une majorité qui pourrait changer sur le territoire, enfin dans le paysage politique américain. Et donc peut-être que Joe Biden, président démocrate, plus ou moins de gauche, progressiste, pourrait avoir une majorité contre lui à ce moment-là, de droite alors, avec une majorité conservatrice, donc avec des décisions qui pourraient être difficiles à prendre pour le président américain. Ça, ajouté à une Cour suprême à tendance ultra-conservatrice, comme on le voit avec ces décisions contre l'avortement, vous voyez quand même les États-Unis qui sont en train de changer, enfin de pencher vers un ultra-conservatisme de plus en plus. Voilà, il est 51, je m'arrête, j'ai envie de laisser quand même du temps pour des questions et des réponses. Merci à toutes et tous. Merci beaucoup, Roberto, de ce tour fort complet. L'avortement est une chose, le droit d'avoir une arme pour tout citoyen est aussi entré en vigueur aux Ouais. États-Unis. Peut-être un mot là-dessus? C'est des États-Unis. Moi, je repars en 2003, donc il y a quasiment 20 ans, quand j'étais à l'UNESCO et on négociait avec des Américains sur une résolution. Et je me souviens toujours qu'à ce moment-là, j'entendais des diplomates qui me disaient oh, les Américains, on ne les comprend pas, c'est vraiment des gens extrêmement étranges. Mais en fait, c'est des États-Unis depuis 2-3 décennies qui sont profondément en train de changer. Mais je crois qu'on est en train comme des chevaux, vous voyez, avec des œillères, on croit en fait que parce qu'on est occidentaux et parce qu'on mange du Netflix à longueur de journée, qu'on regarde des films qui nous plaisent et qu'on mange des choses assez similaires à eux, qu'on est identique. Mais quand vous voyagez vraiment aux États-Unis, on se rend compte qu'on n'est pas si identique que ça. Voyager à Miami ou à New York ou à San Francisco. Moi, je vous parle de toute la partie centrale qui regroupe quand même la majorité des États américains. Et quand vous voyagez là-dedans, vous vous rendez compte quand même que on est loin d'être similaire à ces Américains-là. Des Américains qui ont envie de porter une arme, effectivement, qui ont envie de se défendre, qui ont envie d'être extrêmement libres, qui veulent le moins de gouvernement possible, que ce soit pour leurs taxes, que ce soit pour le port d'armes, que ce soit pour toutes sortes de contrôles, que ce soit aussi pour la sécurité sociale. Une majorité, c'est pour ça que quand Obama avait fait passer en 2009-2010 la fameuse Obamacare, il y en a beaucoup qui étaient extrêmement énervés, des citoyens américains, même démocrates, parce qu'ils ne voulaient pas que l'État leur impose ce genre de décision-là. Donc je crois que l'Américain lambda, l'Américain, monsieur, madame, tout le monde, c'est un Américain qui est en train de profondément changer, qui devient ultra-conservateur, qui a cette approche un peu particulière, qu'on ne reconnaît plus, mais sur le plan purement gouvernemental, on le voit avec les Européens à l'heure actuelle, ça reste toujours le grand frère, ou le cousin, si vous voulez, qui on appelle à l'aide, notamment quand il y a un problème avec les Russes, pour avoir du gaz, pour avoir des armes, et pour essayer de faire contrepoids au niveau sécuritaire, pour être sûr et certain de ne pas être envahi par l'ennemi russe. Mais ça devient quelque chose de problématique parce que les Américains commencent à devenir profondément différents par rapport à nos habitudes. On n'est plus les mêmes. Avant de passer la parole à nos amis, n'est-ce pas quand même très interpellant qu'il n'y ait pas une seule réaction gouvernementale européenne contre quand même cette ineptie, qu'on soit pour ou contre l'avortement Ah oui. avec certaines mesures? Moi, je n'ai pas entendu un seul gouvernant mondial, et ni européen, condamner une telle chose. Je crois que personne n'a osé pour éviter de se prendre en pleine figure en retour. Vous vous immiscez dans des questions de politique intérieure. Donc, je crois qu'il y a eu une première chose qui a été faite comme ça. Une seconde, je l'ai vu parce que j'ai parlé avec un certain nombre de députés en France et en Belgique. Il y a une crainte en fait que ce genre de puisse avoir un impact aussi dans d'autres pays où une majorité là où c'est pas bétonné dans la Constitution, par exemple en Belgique, eh bien un certain nombre de députés sont en train d'être préoccupés et ont déposé des résolutions ou des motions pour être sûr que modifier la Constitution et que ce droit à l'avortement puisse être bétonné dans un texte constitutionnel. Je crois que
je crois que les gouvernants sont plus tracassés de voir le vent changer dans certains des pays européens. Pensez à certains pays de l'Est, on n'a pas Marek ici, mais des pays ultra-catholiques comme la Pologne, il y a quand même des positions contre l'avortement qui sont quand même assez marquées de ce côté-là. Donc je crois que les gouvernants ont plus un peu peur que le vent tourne rapidement dans certains de leurs pays. Merci beaucoup. Qui aimerait intervenir? Je n'ai pas de main qui se lève. Carole? Euh, oui, on a parlé d'un peu tous les continents et l'Amérique du Sud, est-ce qu'on l'exclut du marché mondial ou parce qu'en fait, bon, ça tourne beaucoup. On a un président à gauche très jeune au Chili, on vient d'élire pour la première fois un président de gauche en Colombie. Lula devrait repasser au Brésil ou presque. Il y a quand même des gros changements. Ils sont fournisseurs de matières premières, donc ils sont aujourd'hui indispensables et qui font partie des enjeux politiques d'aujourd'hui. Et on en parle peu, en fait, sur la scène mondiale, alors que je pense qu'ils ont un rôle à jouer. Est-ce qu'il y a quelques infos? Déjà, pendant le Covid, ils ont été profondément esselés. Ils ont des gros problèmes de dette à l'heure actuelle. Ça commence à être quelque chose de problématique pour certains pays sur le continent sud-américain. Moi, j'ai vu que l'heure tournait et je me suis dit, je vais laisser la parole au reste, en fait, autour de la table virtuelle. J'avais un point sur la Colombie qui m'intéressait énormément parce que c'est à gauche toute, en fait, en Colombie. Pays qui est extrêmement proche des États-Unis, pas que dans la lutte contre la propagation de la cocaïne et d'un ensemble d'opiacés et autres sur le territoire américain. Mais en fait, moi, je suis en train de me dire, parce que, Carole, tu soulèves ce point-là, mais la Colombie a un rôle à jouer dans la région, mais surtout un rôle à jouer, je crois, le nouveau président élu, pour essayer de calmer le jeu dans la région, rassurer l'ensemble des partenaires, je pense surtout aux Américains dès le départ, parce que je crois qu'il y en a beaucoup aux États-Unis qui sont en train de se dire, ce gauchiste qui arrive avec son passé, même s'il est jeune, est-ce qu'il va profondément changer la politique dans la région? Est-ce qu'il va s'aligner sur d'autres nations? Est-ce qu'il va devenir un Chavez numéro 2, donc c'est-à-dire faire changer la Colombie en Venezuela? Certains ont peur. Non, mais je sais, Carole, mais moi j'ai eu des amis investisseurs en Colombie qui ont acheté des biens immobiliers, qui m'ont dit ma crainte est que on se retrouve avec ce nouveau président colombien et qu'on renationalise en fait certains terrains comme on l'avait fait au Venezuela. Et que certains, moi je te parle, enfin certains de mes anciens partenaires avec qui j'étais aux États-Unis, qui avaient investi en Colombie il y a quelques années, eh bien ils avaient peur qu'on renationalise des terrains ou on renationalise des biens. Donc tu vois que la crainte était là. Donc je crois que les premiers pas de ce nouveau président colombien sera de rassurer quand même le partenaire américain et les autres partenaires occidentaux. Moi, j'ai échangé avec un taximan à Bogota. Du coup, j'ai l'autre version qui ont élu Pedro et qui, en fait, n'ont pas du tout les mêmes soucis, les mêmes interrogations, bien sûr. Bien mais sûr. il y a aussi un énorme besoin quand même social et de reconnaissance de beaucoup de choses et de calmer aussi avec les FARC parce que ça repart un peu à l'envers quand même, la politique là-bas et la sécurité. Donc oui, côté investisseur, et comme dans toute l'Amérique du Sud, ils doivent être un peu inquiets, mais le peuple, voilà, est relativement. Ils croient, mais peut-être bien que voilà, ça va pas. Ils veulent s'aligner sur la France, un peu faire une sécurité sociale, rendre toute l'école un peu plus accessible et gratuite. Enfin bon, il y a beaucoup de choses intéressantes. Si on se passe Comme il l'avait fait sous Lula au Brésil, mais il faut de l'argent derrière parce que Lula est tombé après, parce qu'il n'y a plus assez d'argent pour financer toutes ces volontés de gauche. Donc, il faut aussi bien équilibrer. Oui, parce que l'argent Merci est bien à beaucoup. droite et il reste. Merci beaucoup. Il y a Florence qui a fait une remarque. Tu peux allumer le micro? Oui, ouais, non, voilà. Je me rends compte que le monde est très grand. En fait, on se concentre beaucoup sur les États-Unis. Bon, moi, je suis aussi américaine et j'ai beaucoup vécu là-bas. Et j'ai ma fille qui m'a fait très féministe dans l'âme, qui m'a dit tu te rends pas compte, tout ce qui se passe, etc. Et puis, j'essaie de lui dire, mais pourrions-nous agir ici au lieu de forcément aller bouleverser les États-Unis conservateurs? Est-ce qu'il y a d'autres pays? Parce que là, vous parlez du Rwanda, enfin, j'imagine qu'on est vraiment tourné sur les États-Unis et que le monde est grand et qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Et finalement, pour moi, le droit à l'avortement, c'est aussi le droit à ne pas se faire vacciner. Et je me demande si c'est aussi une raison pourquoi les pays ne vont pas en parler.
Non, Quel non, parallèle? Pardon, je n'ai pas bien compris le parallèle, Le Florence. parallèle, parce que si on a le droit de décider si on se fait avorter ou pas, on a aussi le droit de décider si on se fait vacciner ou non. Mais là, tu n'as plus le droit, Florence, tu n'as plus le droit. Justement, alors de redonner le droit à l'avortement, on pourrait aussi dire que ça a à voir aussi avec, enfin, je veux dire, on n'a plus le droit, je ne sais pas si on n'a plus le droit chez nous, j'imagine qu'on a encore le droit. Oui, mais juste pour revenir sur un point qui me semble vraiment important, c'est pas qu'on est américano-centré ou quoi que ce soit, c'est que pendant des décennies, donc notre ADN et notre manière de penser a été quand même assez tourné vers les États-Unis, parce que beaucoup de tendances et beaucoup de décisions qui étaient prises là-bas avaient une influence sur nous, occidentaux, sur tout le continent européen. On serait sur le continent africain ou en Asie, je peux vous assurer qu'on aurait moins le regard tourné vers les États-Unis, on aurait plus le regard tourné vers ce qui se passe en Chine, vers ce qui se passe à Moscou et dans d'autres pays. Donc, c'est un peu une habitude qu'on a pris avec le temps. Pour l'ensemble de nos libertés, mais c'est aussi quand même parce que ça touche profondément. Quand on vous enlève un droit fondamental, et quand je dis vous, c'est pas que les femmes, c'est les couples qui peuvent décider aussi quoi faire pour leur futur. À ce moment-là, cette tendance-là pourrait être prise, si elle est prise dans un pays de 315 millions d'habitants, ça peut aussi avoir un impact. Dans d'autres pays, donner une tendance, dans d'autres pays, à majorité ultra-conservatrice. Je ne serais pas étonné. Merci beaucoup. David? Tu disais que qu'il y a beaucoup de gouvernants un peu européens, tout ça, ne voulaient pas trop se manifester contre ça pour éviter que le vent tourne. Tu as dit quelque chose comme ça? Donc tu penses que genre, les décisions qui sont prises là-bas pourraient venir chez nous Non, avec mais c'est parce que je te donne un exemple. Ici, en Belgique, au sein du gouvernement, c'est une grande alliance au sein du gouvernement, c'est une grande alliance nationale. Donc la gauche et la droite sont mis ensemble au sein du gouvernement. Eh bien, la gauche, qui a quand même un certain poids, veut absolument faire dans la Constitution ce droit à l'avortement. Et je suis sûr et certain qu'à partir, donc c'est le lendemain en fait de la décision américaine, que les députés ici au sein du Parlement belge ont commencé à débattre là-dessus. C'est quelque chose qui arrivera sur la table aussi en France. Donc, mais tu fais face, regarde l'ensemble des députés du Rassemblement national en France, au sein du Rassemblement national, le droit à l'avortement n'est pas quelque chose qui est considéré comme dû ou à placer dans la Constitution. Donc, ça ne va pas être aussi simple que ça à faire bétonner dans des textes fondamentaux. Et je crois que oui, effectivement, dans certains pays, ils veulent éviter retournement qu'une décision judiciaire prise par un certain nombre de juges ne vienne à modifier la réalité pour un ensemble de femmes en Belgique, en France, en Suisse, autre part. Enfin, en Suisse, il y a des référendums et autres, mais ici, c'est quelque chose, en Belgique et en France, je suis certain que les gouvernants ont quand même une préoccupation de ce côté-là et vont vouloir quand même bétonner ce droit-là pour les femmes pour leur permettre quand même de protéger leurs droits fondamentaux. Est-ce que tu peux faire un lien avec le permis de port d'armes qu'ils ont autorisé un peu à tout le monde? Est-ce que ça peut Non. arriver quelque chose comme ça en Non, Europe? ça c'est vraiment dans l'ADN américain, c'est vraiment une des libertés avec le deuxième amendement et une volonté ancrée chez eux de pouvoir garder cette capacité à se défendre. Enfin, ce n'est pas une capacité à être armé, c'est une capacité à pouvoir se défendre, hein, vraiment qui est écrit dans le second amendement. Sauf que dans certains États, il y a la possibilité de pouvoir sortir maintenant, d'aller dehors armé. Bon, je crois que c'est un certain nombre de restrictions, mais je ferai aucun parallélisme avec le port d'armes. J'y crois pas une seule. Alors quand je vois surtout, je vois la loi en France et la loi en Belgique pour avoir une arme. Moi, rien que pour aller faire des tests de tir, il a fallu que je remplisse un bottin d'informations et autres, et il a fallu 6 mois avant que je puisse aller au stade de tir. Donc non, C'est pas le cas en Suisse. Pardon? C'est pas le cas en Suisse. Oui. Ah bon? Ah ben voilà. Non, il faut pas grand-chose en Suisse pour avoir une arme. Ah, ouais. Un casier judiciaire. Exactement, casier judiciaire vierge, carte d'identité, éventuellement dans certains cas certificat bonne vie et bonne mœurs. Et puis vous allez au magasin, c'est réglé. Hein. Wow. Après, vous pouvez aller au stand tir, on vous propose même le stand tir. Samedi et dimanche. Ouais. Mais l'accès aux armes en Suisse, et puis il y en a beaucoup qui ont ça. Mais ça, c'est aussi dans l'ADN suisse. Hein. Ceux qui ont fait l'armée le savent très bien. Autant on reprochait aux gens de laisser leur
fusil d'assaut dans la cave. Et ouais. Bah oui, tous les soldats suisses, ils gardent leur arme à la maison. Ouais, ils gardent leur arme à la maison. Donc, à part ça, c'est bien de ne pas faire le parallèle entre les problèmes de contraception et puis d'armes, parce que je pense qu'il n'y a vraiment rien de… Ça tombe par hasard dans le même calendrier, mais il n'y a pas… Vraiment. Oui, vraiment. Ben, Ralph, comme tu as la parole, une remarque, une question? Non, je trouvais très instructif, effectivement. Ce qu'on peut constater dans un état général, c'est que plus on avance, moins il y a de liberté. Hein, ça, c'est certain. Parce que contraception, hop là. Je veux dire, j'ai des enfants, le sujet, il a passé le cap du premier, maintenant on est au cap du deuxième, il arrive vers la vingtaine, il a ses petites chéries. Les parents d'un côté comme de l'autre, on passe notre temps à dire, vous sortez, c'est sympa, faites gaffe. Vous comprenez ce que je veux dire? Comme ce n'est pas que la femme qui décide, ça c'est certain, c'est aussi son conjoint, son mari, les parents, c'est un ordre très général. Je pense que c'est quelque chose auquel il ne faut pas toucher. Au sein de la famille, les gens sont assez adultes pour dire, voilà, maintenant, vu l'âge de l'enfant ou de l'adolescent, ou parce que les jeunes font des enfants de plus en plus jeunes, on voit chez les copines de mes enfants, je ne m'y serais pas pris aussitôt. Voilà. Donc, la contraception qu'il faut mettre l'accent, pas sur l'après. Ouais. Parce Oui, que moyen avant que ça arrive. Quoi. Oui, mais quand on est jeune, des fois, on ne pense pas à tout au bon moment. C'est pas, tiens, je vais en soirée, bon, avortement. Quoi. Oui, mais quand on est jeune, on ne pense pas à tout au bon moment. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je n'étais pas forcément sage entre 18 et 28. Hein. Mettre les mots sur les choses et peut-être les gens comprennent. Oui, enfin, ça c'est une chose. Je ne vais pas épiloguer là-dessus. C'est un vaste débat. Peut-être qu'il faudrait qu'on l'aborde une fois, en effet. Est-ce que le trop, finalement, n'est pas l'ennemi du bien? Ah oui, ça l'a toujours été. Maintenant, quant à la question de l'Europe, pour l'instant, on ne dit rien. C'est-à-dire qu'on a assez de problèmes à régler à l'interne, qu'on n'est pas très sûr, malgré le G7 qui vaut, pardon pour… je ne fais pas de la politique, moi, mais je constate juste que G7 vaut plus que ce qu'il valait. Voilà, je pense que c'est un peu… bref. Un peu désuet, mais évidemment qu'on la ferme, on se fait petit. Les Américains, comme vous disiez très justement, Roberto, c'est le grand frère, c'est le cousin et tout, et on se dit, chaque jour qui passe, on va peut-être avoir plus besoin d'eux que prévu. Il ne faut peut-être pas trop les froisser. À nouveau, ce n'est pas leur guerre, du moins c'est ce qu'on pense. À mon avis, je pense qu'ils sont un peu plus quand même responsables que ce qu'on peut croire. Et puis, on ne va pas les froisser pour l'instant, parce que si on a besoin d'eux, il faut qu'ils viennent tout de suite. Voilà. Les appels du pied qui sont faits par l'Ukraine, effectivement, que ce soit aux États-Unis, à l'Europe, etc., ça dépasse un petit peu le côté citoyen lambda, tout ce qui se passe là-bas. Au niveau géopolitique, ce n'est pas juste quelques fusées qui partent de Russie pour aller en Ukraine. Il y a bien d'autres choses derrière. Voilà. Et ça, évidemment, que les journaux télévisés n'en parlent pas trop. Ils vont faire un état des lieux de qui a envoyé quel pétard de quel côté, quel soldat a pris le pouvoir de l'autre côté, etc., etc. Mais derrière, tout est caché. Merci, Ralph. Peut-être quand même, tu as été vraiment assez évasif sur cette guerre. Est-ce que les médias ne s'en lassent pas finalement un peu? Il me semble que c'est moins médiatisé. Zelensky est moins présent. Ouf. Moins présent dans les médias, mais il continue à être présent, à passer un ensemble d'appels à droite et à gauche. Il n'a pas encore fait le tour de tous les parlements à travers la planète déjà pour aller demander des armes. L'institut, c'est quelque chose de tout à fait normal dans les médias. Moi, j'essaie ici de reprendre des informations sur les questions ukrainiennes. Ils arrivent vraiment à la fin de leurs armes, mais surtout, avoir des armes, c'est une chose, mais il faut des munitions. Parce que c'est bien beau d'acheter une arme, mais après, il faut les munitions qui vont avec. Donc, non, ils sont en train de pleurer à droite et à gauche pour avoir des armes. Hein. Et d'ailleurs, les derniers reportages du New York Times extrêmement bien faits étaient que des armes OTAN américaines et autres se retrouvent maintenant sur le terrain en Ukraine. On l'a vu sur le terrain, donc on est vraiment partie prenante, enfin en tous les cas, les membres de l'OTAN sont partie prenante dans ce conflit. Moi, ça me met mal à l'aise parce que les Russes pourraient dire à un moment donné, donc ça veut dire que c'est vraiment une guerre de la Russie contre les
retrouve des armes de ce côté-là. Donc là aussi, on a quand même des… Enfin, non, il y a pas… c'est juste une lassitude des médias. Mais je ne sais pas du tout comment ça va tourner. On va avoir un été assez compliqué. Certaines villes vont être reprises à coup sûr par les Russes parce que, avec moins d'armes et moins de munitions, comment est-ce que vous voulez faire du côté ukrainien? C'est normal qu'ils vont devoir défendre plus certains points stratégiques et délaisser d'autres. Donc, les Russes vont certainement reprendre quelques villes clés. Je crois surtout, maintenant, on est rentré dans une période de… Enza, les autres. Qu'est-ce qu'on fait 3 fois par jour? On ouvre le frigo et on doit manger. C'est la même chose. En fait, là maintenant, il va falloir qu'on pense à remplir le frigo, à avoir des munitions. Donc, à l'heure actuelle, de manière extrêmement silencieuse, la négociation, elle est pour le grain et elle est pour l'alimentation. On n'en parle pas beaucoup, mais il y a une activité de, comment dire, une activité de l'ombre, une diplomatie de l'ombre de la Turquie et d'autres pays pour avoir des couloirs, et c'est aussi le cas avec la Russie, mais on n'en parle pas beaucoup, pour avoir des couloirs neutres où passerait le grain, où passerait l'ensemble de la production agricole, sauf que avec cette guerre, malheureusement, il y a eu moins de production agricole, donc elle va quand même coûter plus cher. Ça, on n'en parle pas beaucoup, parce que je crois qu'il y a une forme de complexité aussi pour l'ensemble des journalistes à aller décrypter ce genre d'informations-là. Donc, je crois que ça aussi, c'est facile de parler de missiles, de parler de Zelensky à tel Parlement. Quand il s'agit de décrypter pour comprendre la spécificité d'un couloir préférentiel qui pourrait avoir lieu entre la Russie, donc à travers la mer Noire, bien sûr, qui passerait alors contrôlé par la Turquie et puis qui part en Méditerranée et qui donne du grain en Égypte, qui donne du grain un peu partout, du riz, etc. Donc ça aussi, c'est important. Je crois qu'à l'heure actuelle, bien plus que la paix, on est en train d'essayer de remplir nos frigos. Mais on n'en parle pas beaucoup. Oui, comme on ne parle pas beaucoup, quand même, vous avez vu cette info terrifiante en Espagne, Amélia, hein, 23 migrés ont été tués par la police pour ne pas les faire entrer. Eux n'avaient pas la chance d'être ukrainiens. C'est de nouveau ce 2 poids, 2 mesures qui est je sais pas, qu'est-ce qu'on a fait au cerveau des gens, quoi. Non, mais ça, je pouvais pas tout reprendre parce qu'en très peu de temps, et je voulais même parler du tremblement de terre en Afghanistan qui a fait quand même quasiment 1000 morts. Donc, ça aussi, quoi. Non, je sais bien que les mesures me mettent profondément mal à l'aise, surtout ayant navigué et dans le monde corporate et dans le monde politique et diplomatique, voir que on se maquille tous en bleu et en jaune, donc aux couleurs de l'Ukraine, et alors que je suis totalement touché, profondément touché par rapport à ce conflit et de voir la réalité sur place. Mais à un moment donné, c'est vrai que les gouvernants devraient quand même un peu réfléchir à pouvoir rééquilibrer les choses. Ça me met quand même profondément mal à l'aise de voir je crois, 18 ou 20 personnes qui sont décédées à Melilla, enfin dans 23. Donc, oui, non, ça m'a mis profondément mal à l'aise, effectivement. Mais voilà, aucune réaction plus que ça, alors que chez nous, les Ukrainiens, ils prennent des transports publics gratuitement. Enfin, voilà, on ne va pas revenir sur le fondement de tout ça. Le temps passe toujours trop vite grâce à toi, Roberto. Merci de voilà, ce bonheur intellectuel, parce que ça fait du bien quand même. Merci à vous d'être présent, surtout, c'est ça qui est sympa. On a encore, qu'est-ce qu'on a dit, 2 fois avant les vacances? Oui. Ça te va comme ça? Tu parles qu'on aura jusqu'au moment où tu pars. Oui, enfin moi, je n'ai pas de souci, hein, j'ai l'Internet, je pense, aussi là-bas. Mais c'est toi, tu tires la prise? En Belgique, oui, 15-20 juillet, après, j'éteins les micros, j'éteins les vidéos, je laisse passer l'été. Très bien. On est toujours sous enregistrement. Alors, on va enregistrer en ouvrant vos micros l'applaudissement qu'on peut faire à Roberto pour le remercier. Merci beaucoup. Merci. Cet exposé neutre. Bravo, merci. Et